Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rêve. Le même rêve exactement qu'avait fait mon ami la nuit avant sa disparition. Elle avait rêvé que nous allions nous rencontrer dans l'univers, chacun emprisonné dans un œuf d'or. Et dans mon rêve aussi, nous nous retrouvions dans l'univers. Et j'ai interprété ce rêve comme un signe. Bienvenue dans Bizarroïde. Dans cet épisode, je reçois Jean-Michel Durafour, libraire chez Lagon Noir, une adresse incontournable d'Aix-en-Provence pour les amateurs de fantastique. Spécialiste en théorie et esthétique du cinéma, Jean-Michel Durafour a enrichi les bibliothèques des cinéphiles avec divers sujets d'études, de Howard Hawks à Brian De Palma, en passant par les insectes, l'homme invisible et l'étrange créature du lac Noir. Un regard affûté et enthousiaste sur le 7e art qui m'a convaincu d'inviter Jean-Michel à nous faire découvrir ou redécouvrir 3 films fascinants, étranges, inclassables, bizarroïdes. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Jean-Baptiste. T'as choisi de parler de Haxan, la sorcellerie à travers les âges, qui est un film de Benjamin Christensen réalisé en 1922. C'est un film assez intéressant parce que j'allais le qualifier de documentaire. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça sur la forme. Est-ce que toi, t'arriverais à décrire exactement ce qu'est le concept de Haxan? Bon, documentaire, c'est pas absolument faux, hein. C'est vrai que le film se caractérise d'abord par une forme qui est un peu hybride, Ouais. un peu double et même aussi, on peut dire, un peu traître. Parce qu'on s'attend à voir un film, on commence par voir un film et puis assez rapidement ça change de ton, ça bifurque, ça bouge un peu dans tous les sens. Ce qui est assez intéressant dans le film, c'est que déjà c'est un film muet. Bon, Ouais. tu as rappelé la date, hein. Bon, c'est vrai que du coup ça le sous-entendait, mais c'est pas inutile de le rappeler parce que ça veut dire aussi que c'est un film qui a été fait à un moment donné où le visuel, l'image, voilà, était aussi finalement le seul médium expressif du cinéma. Il n'y avait pas la parole, il n'y avait pas le son, et donc bon, ce qu'on voulait faire passer, on le faisait passer par l'image. Et en fait, Christensen, qui est un cinéaste un peu curieux, hein, parce que c'est un ancien chanteur d'opéra qui est devenu metteur en scène, puis qui bascule dans le fantastique avec ce film qui, en fait, effectivement, comme tu le disais, La sorcellerie à travers les âges, c'est le titre français sous lequel le film est connu. C'est un film suédois, réalisé par un Danois. En fait, le film est d'abord une adaptation d'un ouvrage classique de la démonologie et de la sorcellerie au Moyen Âge, la fin du Moyen Âge, qui est le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières de 1487, et qui était donc un traité utilisé par les inquisiteurs pour identifier, repérer, diagnostiquer les cas de sorcellerie, quoi. Et donc le film effectivement se présente comme ça. Transposition, une adaptation, c'est pas tout à fait le mot parce que le marteau des sorcières, c'est pas un livre narratif, c'est un ensemble de consignes, de préceptes, mais disons que effectivement c'est la base qui sert au film et qui lui donne ce que tu disais justement tout à l'heure, c'est-à-dire son aspect documentaire. Pour tout ce qui est torture, parfois scène de nudité, enfin il y a des sabbats, c'est assez érotique, pornographique, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin bon, pour l'époque ça l'était sûrement, pour nous peut-être un peu moins, mais enfin ça reste quand même relativement inattendu, hein. Il y a des baisers d'anus, il y a des choses comme ça. Et là où le film, je disais tout à l'heure, est un peu duplice du coup, puisqu'il se présente sous une forme, mais en même temps il n'est pas tout à fait comme ça, c'est que Christensen n'utilise pas du tout les techniques du documentaire qui étaient déjà un peu fixées à l'époque, comme par exemple dans Nanook l'Esquimau de Robert Flaherty. Ça se présente pas du tout comme un enregistrement qui se voudrait plus ou moins neutre ou objectif. Il y a vraiment un travail de mise en scène avec des faux raccords, des jump cuts, des surimpressions, des maquettes, des stop motion, du maquillage, enfin tous les effets pyrotechniques que l'époque permettait de faire et parfois d'ailleurs vraiment très à la pointe de la technique. Le cinéma
de l'Europe centrale à l'époque, le cinéma allemand évidemment auquel on pense tout de suite, mais aussi le cinéma scandinave sont des grosses machines. C'est vraiment des cinémas de l'ancêtre du blockbuster, quoi. On peut penser un peu plus tard à Metropolis ou à Faust de Murnau. Donc il y a vraiment des moyens et ça se voit à l'écran, aussi au niveau des teintures, des couleurs qui sont utilisées, enfin etc. Voilà ce qu'on peut dire pour commencer. Mais enfin c'est déjà un début un peu un peu riche. Mais pour présenter ce film, qui est un film donc on a compris qui est peut-être muet sur le papier, mais qui va visuellement très loin et parfois beaucoup plus loin finalement que des films un peu plus timides postérieurs. C'est-à-dire son côté un peu bricolé, cette espèce de poésie un peu matérielle, un peu surréaliste, un peu surannée peut-être, un peu vieillotte, mais qui contribue au charme de la chose. Et quand on est amoureux du genre, évidemment, voilà, il faut aussi donner envie à ceux qui sont peut-être pas spécialement versés dans le film de sorcière. Ça va plus loin que ça, surtout parce que l'aspect documentaire du film, en fait, rebondit notamment sur la fin du film, sur vraiment l'actualité, la contemporanéité, puisque en fait, toute la fin du film est filmée dans un asile psychiatrique où on internait des femmes qui étaient diagnostiquées comme hystériques. Et donc, il y a vraiment un lien qui est fait entre la sorcellerie, l'hystérie et la manière, on pourrait dire, médiévale, enfin du moins barbare, Ouais. avec laquelle on traitait les femmes qui étaient internées dans les asiles psychiatriques à l'époque. Donc, mais bon, en grande partie, c'est peut-être pas non plus complètement tout à fait passé d'actualité. Donc voilà, donc ça fait partie aussi de l'intérêt et du charme du film. Ouais, quand tu parles de la force spectaculaire du film, en fait, de tout ce qu'il déploie en termes d'ingénierie, d'effets visuels dans son récit, ça vient progressivement dans le film. Faut prévenir un peu les spectateurs, comme tu dis, qui sont pas forcément habitués au cinéma muet, à ce genre de film. C'est que on a d'abord une mise en place où il essaie de traiter justement le traité de sorcellerie, en fait, en illustrant d'une certaine façon le traité avec des cartes, des illustrations médiévales. Ouais. On est d'abord sur un assemblage, un côté un peu patchwork, d'images très fixes, d'images un peu inertes, entrecoupées de cartons, comme on dit, sur lesquels il y a quelques textes explicatifs assez succincts. Là aussi, le cinéma pouvait pas se permettre non plus de faire un texte très roboratif. On est sur quelque chose qui est encore assez, fragile, encore assez archaïque, on va dire. Et c'est vrai que le film va déployer sa force graphique, j'ai envie de dire. Il va y avoir une espèce de montée progressive de la force graphique, de ce que peut donner la thématique de la sorcellerie en termes de cinéma, en termes de spectacle fantastique, de spectacle autour du paranormal et de toute une imagerie judéo-chrétienne et païenne qui s'entremêle dans le film en fait. Et ça va venir progressivement. Le film découpé en chapitres, faut attendre le chapitre 3 ou 4 avant qu'on ait clairement des histoires, des fictions, un aspect fictionné de ces thématiques. Au début, voilà, c'est une suite de documents rassemblés par Benjamin Christensen. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il parle à la première personne. En tout cas, moi, dans la version que j'ai vue, ce qui était dit était sous-titré, était traduit à la première personne. Donc, il dit j'ai rassemblé tel texte, j'ai comparé telle chose, j'ai fait un parallèle entre telle situation et telle autre à travers les siècles. Donc, c'est intéressant. Il y a un travail effectivement presque qui donne une impression journalistique et en même temps, on sent, comme tu dis, que c'est pas non plus un travail rigoureusement objectif. Mais le premier aspect du film par lequel il essaie d'alpaguer le spectateur, c'est avec un matériau réel, avec une base de documentation qui sert à construire le film. Et petit à petit, il va aller vers la fiction. Il va plus simplement nous décrire des passages de livres qu'il a retrouvés ou peut-être de conversations avec des historiens, mais il va créer des histoires, il va illustrer des histoires qui sont un peu des cas généraux de la sorcellerie avec une histoire d'élixir d'amour, bien sûr, une histoire de jeunes femmes soumises à la question, comme on dit, soumises à la torture par l'Inquisition, jusqu'à, effectivement, comme tu le disais, une fiction qui se passe à l'époque contemporaine du film, dans les années 20, avec une jeune femme kleptomane, une jeune femme qui est mue par certaines pulsions, qui est dans le carcan d'une famille bourgeoise qui essaie de s'en défaire et qui, développe certains comportements qui vont pas cadrer avec la société de son époque et qui sent que la seule façon dont la société va d'une certaine façon se débarrasser d'elle, c'est de la faire interner. Et donc, il y a effectivement, chez Benjamin Christensen, une défense des femmes. C'est intéressant parce que, en fait, Axane, la sorcellerie à travers les âges, c'est presque un titre mensonger. Il détourne presque les choses et c'est plutôt Axane, l'oppression des femmes à travers les âges, quoi. Il parle des sorcières pour parler plus largement de la figure de la femme opprimée par le patriarcat. Et là, comme tu dis, ça rejoint des considérations
fiction contemporaine. On pense au livre de Mona Chollet qui a eu beaucoup de succès en 2018 sur la sorcellerie, qui a été un très gros succès de librairie et qui elle-même s'inscrivait dans le travail de Starhawk et de Federici, qui sont deux chercheuses américaines qui ont aussi créé des parallèles entre la figure de la sorcellerie, entre les persécutions autour de la sorcellerie et différentes formes d'oppression des femmes dans les siècles qui ont suivi. Donc c'est intéressant de voir qu'un film qui a plus de 100 ans dresse déjà cette espèce de généalogie des différentes générations de femmes opprimées par la société, opprimées par des figures masculines qui ont l'impression que les femmes ont des aptitudes qui leur échappent et ne supportent pas en fait que les femmes développent un savoir, développent des talents et développent des idées qui pourraient leur échapper en fait. Ce que tu dis est très juste, hein, mais il faut le réinscrire vraiment dans le contexte, dans l'époque du film. Effectivement, il y a un grand écart entre le texte, prétexte et même prétexte au sens littéral du terme, Ouais. puisque effectivement, comme tu le rappelais, les parties vraiment plutôt descriptives ou documentaires avec beaucoup de guillemets sur le marteau des sorcières sont au début du film, comme une espèce de pré-film à ces différents chapitres fictionnalisés qui viennent après. Il y a un écart considérable, effectivement, entre donc ce matériau de départ qui est quand même un outil de domination de la femme, qui est un livre patriarcal, misogyne, enfin bon. Et puis, effectivement, ce que devient le film de plus en plus jusqu'à donc la fameuse fin qu'on vient d'évoquer. En fait, il faut préciser pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est le cinéma pour quelqu'un comme Christensen en 1922? Un genre comme le cinéma fantastique, ça n'existe pas. Donc les genres ne sont pas du tout fixés. Alors il y a certains genres qui le sont, hein, bon, le mélodrame, le burlesque, voilà. Mais enfin, le western à peine, hein, ça commence à peine, hein, et le fantastique, en l'occurrence, absolument pas. Donc ça explique aussi que parfois le film puisse en fait avoir cette variation de tonalité. Et puis après, je pense qu'il faut aussi replacer le film par rapport à trois influences qui sont dans le paysage visuel immédiat de quelqu'un comme Christensen et qui sont toutes les trois liées d'ailleurs au cinéma germano-scandinave en fait, hein, c'est-à-dire vraiment à son environnement de proximité, quoi. La première influence, c'est finalement ce qui a fait le grand cinéma danois dans les années 10, qui était très célèbre à l'époque, hein, c'est justement la dimension érotique et la dimension extrêmement féminine, voire féministe pourrait-on dire, hein, voilà, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, et sans faire de rétrospection, mais voilà, c'était un cinéma qui mettait vraiment en avant des personnages de femmes extrêmement libres, y compris sur le plan sexuel, parfois très agressifs, et qui d'ailleurs posait des problèmes aux différentes censures des pays où les films étaient importés. Par exemple, c'est là qu'est née la fameuse Vamp, hein, la première Vamp, en fait, c'est l'actrice Teda Bara, qui était célèbre à l'époque pour baiser qu'elle donnait à l'écran, et toutes ces dimensions très érotiques. Et en fait, le film de Christensen, il hérite de cette dimension-là. Donc, c'est pas non plus tout à fait si étonnant, hein, voilà, que la femme ait cette place dans ce film-là. Il y a quand même une généalogie qui permet d'inscrire un peu ça dans une histoire. La deuxième influence que Christensen a en tête, évidemment, c'est ce qui fait la grande force de frappe du cinéma scandinave, et donc plutôt suédois, puisque le film est un film suédois, même si le cinéaste est danois. La grande force de frappe du cinéma suédois depuis la fin des années 10 et le début des années 20, notamment avec quelqu'un comme Victor Sjöström, c'est sa dimension réaliste, son réalisme, son naturalisme, notamment sur les extérieurs, hein, où la grande réputation du cinéma scandinave, c'était de pouvoir tourner dans des milieux extrêmement difficiles, extrêmement rigoristes, avec la neige, le froid, le gel, bon, etc. Donc, c'est très beau paysage, très grands extérieurs. Donc, cette dimension réaliste qui est ce qu'on a appelé tout à l'heure documentaire, en fait. Et donc, elle vient se lier avec une autre influence, une troisième influence qui est, en fait, d'une certaine façon, tout à fait le contraire de la deuxième, parce que c'est pas du tout les grands extérieurs, mais c'est plutôt les grands intérieurs et un truc très claustrophobe et très mental. C'est le cabinet du docteur Caligari, c'est-à-dire le cinéma expressionnisme allemand. Et le film de Christensen, il est un peu construit comme le cabinet du docteur Caligari. C'est-à-dire que le cabinet du docteur Caligari, c'est un film qui présente une fiction avec un somnambule manipulé par un être opaque et maléfique pour tuer des jeunes femmes, enfin, etc., jusqu'à ce qu'on se rende compte que tous les différents personnages du film sont en fait les membres d'un asile psychiatrique dans lequel le personnage principal est lui-même enfermé, etc. Donc ça se termine, ça s'ouvre sur un asile, et la structure est très clairement empruntée
par Christensen. Donc on voit tu vois comment en fait ce film peut paraître très étonnant. En même temps, il n'est pas si étonnant que ça quand on le replace un peu dans son contexte. La seule chose que fait Christensen, et c'est là qu'est l'originalité de la chose, c'est que ces différentes influences qui sont très différentes, eh ben, il les met ensemble dans le même film. Alors il les met pas systématiquement ensemble tout le temps, en même temps, dans les mêmes scènes, mais, et c'est ce qui explique cette variété de tons, d'une scène à l'autre, ou d'une partie du film à l'autre, c'est plutôt l'une ou plutôt l'autre qu'on va sentir, mais elles sont toutes les trois présentes dans le film. Oui, c'est vrai que, comme tu dis, il y a des variations de ton parce qu'il y a certaines scènes qui paraissent un peu, comment dire, folkloriques dans le sens presque drôle à regarder. On a presque un côté un peu goguenard sur la vieille sorcière, le filtre d'amour. Enfin, il y a parfois une représentation qui va pencher un peu dans quelque chose d'un peu grotesque, avec un sourire en coin parfois. Enfin, en tout cas, on peut voir aujourd'hui le film de cette façon-là. Il y a une différence entre ça et quelque chose qui est beaucoup plus mélodramatique, presque dans des scènes autour de l'Inquisition, la scène qui se passe dans une prison, ou la scène de fin avec les personnages féminins en larmes, voilà, et avec face à eux des personnages, un faciès, un masque beaucoup plus sévère, beaucoup plus inquiétant. Donc on passe d'un ton à l'autre, et la séquence qui à mon avis a le plus marqué les spectateurs quand on pense à Haxan, j'ai l'impression que les fantasticophiles que je connais aujourd'hui, même encore jeunes, ont souvent vu les images de toute cette scène de sabbat, toute cette scène bacchanalesque, fantasmagorique. Enfin, on est vraiment là d'un coup, on ouvre les portes des enfers et on entre aussi dans quelque chose qui est là aussi volontairement grotesque et en même temps inquiétant. Ça s'entremêle dans la même image, hein, ces femmes qui se mettent à la file indienne pour embrasser l'anus d'un démon, qui est joué par un acteur dans un costume, voilà, une représentation, vraiment la représentation archétypale du démon cornu, ailé. Je crois qu'il a des ailes et des sabots. Donc on a vraiment cette image de satire en fait, hein. C'est une sorte de satire revue par une imagerie après satanique. C'est vrai que là aussi c'est une scène qu'on revoit aujourd'hui. On est partagé entre l'envie de rire et en même temps c'est un rire sardonique. Enfin, c'est quelque chose qui est à la fois inquiétant et en même temps qui tourne un peu au grotesque, et aussi à prendre plaisir à montrer tout un savoir-faire en termes d'imagerie en fait, hein, avec des costumes, avec des maquillages. On a un film qui peut paraître très austère au début et là on entre aussi, je trouve, à ce moment-là dans un plaisir de cinéma à découvrir tout cet attirail qui est déployé, toutes ces couleurs aussi. C'est étonnant parce que c'est un film en noir et blanc mais aussi très coloré, comme tu dis. Les différents cadres, les différentes ambiances sont prétexte à des colorations, sont prétexte à des décors différents, à un traitement des décors différents. Et donc ça aussi c'est étonnant, c'est que ton rapport au film évolue aussi durant le film, je trouve. C'est-à-dire que tu vas prendre plus ou moins de plaisir, mais un plaisir presque naïf devant le film, hein, un plaisir vraiment comme un enfant qui découvre le cinéma, qui découvre un spectacle très naïf et très bon enfant, quoi. Et à d'autres moments, on sent qu'il veut traiter les choses de manière plus sérieuse et plus avec un regard, oui, presque journalistique d'une certaine façon. Il faut se souvenir en regardant le film que c'est le film, on va dire, fantastique, mais de quelqu'un qui ne sait pas que le fantastique existe au cinéma, en fait. Ouais. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un genre qui est fixé. Il va y avoir des films, évidemment, hein. On peut penser à l'adaptation du Fantôme de l'Opéra, bon, enfin, il y a, voilà, le Golem, qui est sorti quelques années auparavant, enfin, voilà. Mais le genre fantastique, bon, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, Christensen, lui, il fait pas du fantastique pour faire du cinéma fantastique, en fait. Voilà. Le film est un peu, il a ses deux visages, mais enfin, j'ai envie de dire, il a ces deux visages qui sont un peu aussi les deux visages du diable, quoi, parce que le diable, étymologiquement, c'est celui qui coupe en deux. Diable, hein, quand c'est diable, c'est que c'est divisible, en fait. Et donc, d'un côté, il y a ce que tu rappelles, hein, très justement, c'est-à-dire toute cette tradition, finalement, du grotesque, qui passe par un ensemble de références iconographiques qui sont très présentes dans le film et que les auditeurs qui verront le film pourront s'amuser à repérer. Enfin, il y en a certaines qui sont très faciles à reconnaître. Par exemple, Goya, voilà, bon, qui a beaucoup effectivement représenté de vieilles femmes ou de sorcières de sabbat. Bon, évidemment, on connaît ça dans des peintures noires, hein, notamment. Et puis, bon, voilà, il y en a d'autres, mais il y a cette tradition-là qui est un peu une tradition comique ou de mise à distance, mais qui finalement appartient à un certain usage qui remonte au Moyen-Âge, qui était finalement de rire du diable pour pouvoir justement contenir ses méfaits, le maintenir à distance. Donc en même temps, c'est une forme de comique ou c'est une forme de caricature, mais qui est ce qu'elle est précisément parce qu'on n'est pas tout à fait certain que ça ne soit pas vrai en réalité.
Et on est quand même aussi, il ne faut pas l'oublier, chez un cinéaste danois, il est plus du côté de l'Allemagne, mais en Allemagne c'est aussi vrai, il y a quand même aussi un rapport qui est très présent et très sérieux aux légendes, aux créatures de la nuit, de la forêt, enfin voilà. Et puis je pense aussi qu'il ne faut pas oublier ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le film est aussi un film qui parle du traitement des femmes, disons au début du XXe siècle, des femmes qu'on estimait pathologiques, qu'on estimait malades, etc. Et que du coup, effectivement, pour dénoncer la manière dont elles sont traitées, enfermées, soumises à des traitements chimiques ou électriques, enfin bon, hydrauliques, enfin des choses tout à fait abominables, il faut aussi désamorcer ce discours sur la sorcière. Donc, bien entendu, on n'y croit pas. Enfin, il faut que c'est pas crédible en fait que ça a été un instrument de patriarcal de contrôle du corps de la femme. Enfin, voilà. Et il y a effectivement ce que tu disais derrière aussi toutes ces questions du corps de la femme, du rapport de la frayeur que peut susciter le corps de la femme. Dans les années 20, il faut pas oublier aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le climat un peu général dans lequel baigne Christensen, c'est aussi les grandes années de la vulgarisation de la psychanalyse freudienne en Europe. Donc cette idée du vagin denté, de la femme qui serait finalement, parce qu'elle saigne notamment, mais sans être blessée, enfin voilà, qui serait détentrice d'une espèce de mystère inquiétant qui menace d'une certaine façon la masculinité, la virilité de l'homme. Et il y a cette chose-là aussi dans la sorcellerie. Donc il y a cette manière qu'a le film de désamorcer. Donc il désamorce d'une manière complètement différente, qui est beaucoup moins traditionnelle, beaucoup moins archaïque, on pourrait dire entre guillemets, mais beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus scientifique, qui est de dire que finalement il faut le désamorcer parce que c'est en son nom frelaté et non frauduleux que on a fait et qu'on continue de faire subir à des femmes qui n'en demandaient pas tant des choses absolument abominables. J'ai beaucoup réfléchi à notre rencontre, monsieur Hoffman. Depuis le début, j'ai ressenti le besoin de vous voir. Et lorsque vous avez quitté le café à Nîmes, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus attendre. Ce que vous avez dit à la télévision aussi m'a convaincu. J'ai rassemblé le courage dont vous parliez. Vous pouvez me tuer. Je vous en reconnais le droit. J'en prends le risque. Mais je spécule sur votre curiosité. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à Mademoiselle Saskia? On passe à L'homme qui voulait savoir, un film de George Sluizer réalisé en 1988. Donc là, on fait un bond dans le temps assez sérieux pour arriver sur un film franco-néerlandais. C'est intéressant que tu aies choisi ce film parce que je trouve que c'est un film dont on reparle beaucoup ces derniers temps. J'ai vu passer le nom du film sur pas mal de pages de cinéphiles sur les réseaux sociaux. Il est sorti en Blu-ray. Voilà, sa sortie Blu-ray lui aura donné une visibilité alors que j'ai l'impression que c'était un film qui est sorti un petit peu des oubliettes assez récemment. Est-ce que tu arriverais à nous faire un pitch de L'homme qui voulait savoir? Alors, c'est compliqué parce que tout le film repose sur la montée en puissance inexorable, même si elle subit beaucoup d'allers-retours, mais on reviendra sur la forme du film plus tard, mais enfin vers une situation finale terrifiante. Enfin, moi, je me souviens que quand j'ai vu le film pour la première fois, surtout que vraiment on est dans quelque chose de très psychologique, hein, c'est pas du tout un film viscéral ou organique, hein, c'est vraiment quelque chose de très claustrophobe. On en parlera, mais mentalement parlant, c'est vraiment un film de la boîte crânienne. Mais enfin, on peut dire que le film, en fait, met en scène l'enquête d'un homme dont la compagne a mystérieusement disparu dans le sud de la France, très exactement dans une station-service d'autoroute, à un moment donné, donc, où le couple était en train de faire du tourisme vacancier. Et cet homme-là, donc, va, quelques années après sa disparition, être en fait contacté par l'assassin de cette jeune femme, qui est joué par l'extraordinaire Bernard-Pierre Donadieu, que nos amis qui nous écoutent connaissent au moins pour le rôle de tireur qu'il a dans Le Professionnel, lorsqu'il s'agit d'abattre Jean-Paul Belmondo à la fin du film, mais qui est aussi un acteur tout à fait formidable, qui là trouve un rôle assez incroyable. Et donc, cet assassin, qui est quand même très manipulateur, hein, il y a tout un jeu du chat et de la souris là qui est extrêmement angoissant, hein, extrêmement inquiétant, propose à cet homme, hein, ce touriste néerlandais, donc de lui révéler ce qui est arrivé à sa compagne, si. Voilà, mais je ne peux pas donner la nature de la condition puisque ça serait révélé à la fin du film. Et là, ce serait quand même, comme disent nos amis québécois, divulgaché. Ça serait vraiment dommage. Hein. Ouais.
J'ai oublié de préciser que c'est l'adaptation d'un roman de Tim Crabbe, Oui, voilà, qui oui. a été aussi adapté aux États-Unis. Eh ben, en fait, c'est le même George Sluizer, ou Georg, j'imagine qu'on prononce Georg, plutôt ouais, en irlandais, probablement. qui en fait a fait l'auto-remake de son film, bon, plutôt, quand même moins réussi, Ah, je l'ai euh, pas vu, ouais. et avec des acteurs plus en vue, hein. Il y a des Ouais. acteurs Il y a américains, Jeff hein. Bridges et Kiefer Voilà, Sutherland, si je dis pas de c'est bêtises, ça. voilà. C'est un cas d'auto-remake, comme ça arrive parfois. Un peu comme Et Anneke, quoi, tu vois, avec Funny ouais. Games, voilà. J'ai adoré ce film, j'ai trouvé que c'était un film absolument génial. Je me demandais bien pourquoi tout le monde reparlait de ce film, et c'est vrai qu'en le voyant, je trouve qu'il y a une atmosphère absolument dingue, et il y a effectivement ce qui va motiver cette enquête et cette révélation, elle est passionnante, pas parce que c'est une révélation particulièrement tordue, on n'est pas dans cette famille de films avec un twist final, une Oui, révélation oui. finale Mm. particulièrement tordue, particulièrement tarabiscotée, enfin dans la façon dont le meurtre a été fait, donc comment le tueur a procédé. Là, ça tourne plutôt davantage autour du motif du film et davantage autour d'une certaine façon, la menace métaphysique, j'ai envie Mm. de dire, qui sous-tend en fait toute cette histoire. On se dit, il y a quelque chose dès le début du film qui est inquiétant dans cette histoire. Avant que la jeune femme disparaisse, il y a une séquence dans un tunnel Mm. qui est Ouais. vraiment très étrange. On est un peu dans un cauchemar et en même temps dans une réalisation très réaliste, directement dans la réalité matérielle des personnages qui ont tout simplement une panne d'essence et en même temps Ouais. il y a quelque chose de cauchemardesque, d'onirique, mais une sorte d'onirisme qui tourne vers quelque chose de très perturbant, de très vertigineux en fait. Et en fait le film va nous expliquer le malaise que vous avez depuis le début du film, c'est celui-ci. Il va l'expliquer pas vraiment parce que ça laisse place à notre imagination, aux projections de nos propres angoisses vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de ce qui se trouve après, de ce qui va prolonger les limites du monde dans lequel on vit. Enfin, là, je pars dans des élucubrations cosmiques et tout, mais le film a vraiment cette force-là, alors qu'on part d'un thriller qui est vraiment ancré dans une réalité, comme tu dis, dans une région, on est aux alentours de Nîmes, dans une histoire qui paraît assez simple, avec peu de personnages et une intrigue assez claire qui va Mm. droit à son but et droit vers une fatalité qu'on voit venir. Et derrière ça se déploie vraiment une sorte de vertige existentiel qui est assez perturbant et donc je trouve génial parce que ça donne une identité très forte au film. J'ai réfléchi pendant le film, je me dis justement ce mélange entre ce soleil, ce côté estival, l'univers du film il paraît très réaliste, ça paraît être le nôtre et en même temps donc ces touches d'étrangeté avec la musique Une musique très électronique, hein, voilà. très 80s, justement, hein. Eni Frienten, enfin je sais pas comment ça se prononce exactement, Mm. je suis désolé, mais qui est donc une musique très électronique avec vraiment des espèces de sonorités lugubres, inquiétantes, parfois un peu sarcastiques à certains moments pour souligner certains événements. C'est très étonnant. Ça me fait penser en fait à Dominic Moll. Ça me fait penser un peu à ce Un peu, cinéma ouais. de ces latitudes-là et l'étrangeté de certains films de Dominic Moll, de certains thrillers que fait Dominic Moll ou son complice co-scénariste Gilles Marchand, tu vois, Mm. ça m'a fait penser un peu Ouais. à Harry, un ami qui vous veut du bien, ou Qui a tué Bambi, je crois que ça s'appelait le film Mm. voilà, ou Lemming. Mm. Tu vois, il y a un peu aussi Ouais. ce côté vertige existentiel qui habite les personnages et qui détonne avec l'ambiance du film, quoi. Sauf que, voilà, ce qui est aussi intéressant dans le film et qui détonne aussi, c'est que quand survint le personnage de Bernard-Pierre Donadieu, il apporte vraiment quelque chose de très différent, c'est-à-dire que rien que son look, on dirait presque un personnage de bande dessinée, on dirait un personnage qui vient d'une autre époque, sorti presque d'un album de Tintin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, tu vois, avec sa famille, avec son bouc, avec sa façon de parler, sa façon de se tenir. Il est très dérangeant ce personnage parce qu'il est à la fois complètement dans le contrôle et en même temps il est mu par des espèces de pulsions, d'espèces d'idées de psychopathe, quoi, de sociopathe. Je crois même qu'il prononce le mot à un moment. Et donc c'est très étrange parce que tu te dis, mais ce personnage-là tranche complètement avec le reste de l'environnement, quoi. T'as presque l'impression qu'il survient d'un autre univers d'une certaine façon, tu vois, d'un autre univers mais même graphique, qui vient d'une autre dimension cinématographique, qu'il a traversé un autre film pour arriver là. Ça en fait presque un personnage là aussi encore fantastique, ça fait presque une espèce de d'émissaire des enfers, voilà, d'une autre dimension. Et c'est vrai que il est absolument admirable dans ce film. Bernard-Pierre Donadieu qui nous a quitté hélas pas très vieux, hein, il avait une soixantaine d'années, voilà. T'as cité Le Professionnel, c'était aussi un comédien qui bossait beaucoup dans le doublage, hein. Il a doublé à plusieurs reprises Harvey Keitel par exemple, voilà. Sa voix très particulière, on l'a quand même en tête pour différents doublages. On disait tout à l'heure, bon, avec AXA, notre salle, notre ambiance. Ah, peut-être pas tant que ça. Eh En ouais. fait,
il y a à la fois quelque chose de très presque documentariste, presque réaliste au sens vraiment sordide, trivial, Trivial, ouais. voilà, des choses vraiment assez anecdotiques. À côté de ça, effectivement, une dimension fictionnelle, alors qui paraît d'autant plus improbable, d'autant plus imprévisible, enfin qu'elle arrive dans ce contexte-là, finalement, ou même la photographie est une photographie un peu granuleuse, enfin il y a cette espèce de recherche, alors pas dire de cinéma vérité, mais enfin il y a quand même, voilà, il y a quand même cet aspect-là. Complètement, ouais. Quand même pour donner un peu un avant-goût, parce qu'il faut vraiment voir ce film, hein, c'est un très grand film, enfin c'est un film, enfin ça fait vraiment partie des films qu'on soupçonne pas exister, et puis quand on l'a vu, on se demande comment on a fait pour vivre sans Exactement. l'avoir connu quoi, jusque-là. Exactement. Et puis de toute façon, on peut absolument pas l'oublier, et en même temps on peut pas le revoir. C'est pas le genre de film qu'on revoit du coup. Ouais. Mais au début du film, il y a vraiment trois images qui résument assez bien ce que le film peut être à différents moments de son parcours. La première image, moi, qui m'avait vraiment marqué, c'est l'image d'ouverture, en fait, avec le générique, où donc on a un arrière-plan sur un paysage du Gard, voilà, bon, la route, etc. Et puis à l'avant-plan, un peu un amorce sur la droite, on a un tronc d'arbre, et sur ce tronc d'arbre, il y a un phasme, un insecte. Ouais. Et donc c'est une image très étonnante parce que le phasme, bon, on sait qu'il en existe chez nous. Enfin, voilà, c'est un insecte qui vit pour certaines espèces en Provence, mais par définition, bon, c'est un insecte qu'on ne voit pas, mais il est là, et c'est un insecte qu'on associe malgré tout à une certaine forme d'exotisme, quoi, d'étrangeté. Ah, voilà. Et puis, c'est l'insecte qui passe pour ce qu'il n'est pas. C'est un insecte sans queue ni tête, d'une certaine manière, Ouais. puisque c'est une brindille, c'est un corps qui se fond dans le décor, donc c'est un corps qui est aussi un décor, mais avec un tiret, quoi, un corps qui est défait en tant que corps, et ça donne assez bien une image de ce qu'est le film, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui ne se ressemble pas, en fait. Voilà. Parce que on va être tiraillé tout au long du film, dans ces différentes dimensions, qui d'ailleurs, on l'a pas dit, mais on peut le dire maintenant, mais qui se multiplient ou qui deviennent exponentielles parce qu'en fait la structure temporelle du film fait que au milieu du film il y a une partie qui est en fait un flash forward avec des flashbacks sur la préparation du crime. Enfin, les temporalités sont complètement explosées à un moment donné. Donc il y a cette première image là que moi rétrospectivement, évidemment, au début quand on voit le film, bon, voilà, on fait peut-être pas spécialement attention, mais enfin, qui me semble quand même intéressante. Il y a une deuxième image aussi qui vient tout de suite après, en fait, c'est l'image de l'accident, c'est l'image du tunnel. Parce que là, finalement, le film te dit, alors on peut pas dire exactement ce qui se passe à la fin, mais le film te dit, bon, en fait, il te dit la fin, quoi. C'est-à-dire que ils sont enfermés dans le noir. La fille a peur du noir. La fille explique que elle fait ce rêve récurrent où elle est enfermée dans un œuf d'or qui se promène dans l'espace. Donc on sent bien qu'il y a un truc très claustro. Lui, il s'en va pour chercher une station-service, mais là, elle est absolument paniquée. On se dit que c'est là qu'il va se passer quelque chose, et en fait, pas du tout. Lui revient et ils vont ensuite sur cette station-service, etc. Et après, dans le film, il y a ce truc aussi très inquiétant où il y a toujours un travail sur ces formes là jaunes, quoi, les pièces de monnaie, les phares de voiture, qui rappellent cet œuf d'or un peu mystérieux, quoi. Et puis voilà, ça commence finalement dans un sas, quoi. Le film commence dans un espace de transition qui n'est précisément pas un lieu où on est censé rester et certainement pas un lieu où une caméra qui a quand même besoin de lumière est censée aussi s'installer pour une scène durable. Donc on voit que le film commence par entrer finalement avec une sorte de sas assez improbable. Et puis après, la troisième image, moi, qui me revient quand même en tête, c'est une image un peu plus auditive, mais qui montre bien finalement le côté un peu grinçant et le côté un peu dissonant que le film peut avoir. C'est l'omniprésence du commentaire du Tour de France quand on est sur le parking de la station-service, où on entend plus les commentaires des journalistes sportifs qui sont en train de s'exciter autour du match Laurent Fignon, Bernard Hinault, un truc Exactement, comme ça. c'est ça. Et que ce que se disent les personnages, voilà, donc ça. Il y a un côté parfois un peu godardien, si je puis dire, du film, au moins dans cette partie-là, sur la désynchronisation de l'image et du son, comme ce qu'a pu faire Godard dans Week-end, par exemple. Et donc, c'est assez déroutant. La manière, là aussi, c'est un peu comme le phasme, mais c'est un peu comme le tunnel, c'est-à-dire que c'est la manière dont le tissu quotidien se déchire, en fait. Et effectivement, il se déchire, pas parce que arrive quelque chose d'objectivement surnaturel, mais parce qu'à un moment donné, la même chose que ce qui est le quotidien devient tout à fait flippant. Parce que c'est filmé sous un autre angle, ou à une
distance qui n'est pas celle à laquelle on a l'habitude de le voir. Je pense par exemple au reflet surdimensionné de la jeune femme dans les lunettes noires à un moment donné de Raymond, du tueur. Et finalement, c'est vraiment la définition du fantastique à la Henry James, quoi. C'est-à-dire que c'est le quart de tour en fait. Le fantastique, c'est la même chose que la réalité, mais c'est la réalité à laquelle on a fait subir un quart de tour. Il disait ça dans le Tour d'écrou. Et c'est quelque chose aussi, par exemple, moi qui m'a toujours frappé, qu'on trouve aussi beaucoup chez Lynch. Tu vois, le film de Slaughter me fait quand même pas mal penser au cinéma de Lynch parfois aussi. Lynch, je trouve, est absolument incroyable pour rendre absolument inquiétant un stylo bic, quoi, tu vois, Oui, ou un feu rouge. ça fait un peu penser au concept tout simplement das Unheimlich en fait. L'inquiétante étrangeté, c'est Oui, c'est ça. aussi le moment où tu vas d'un coup voir un visage, une personne qui devrait te paraître familière et quelque chose dissonne mais légèrement, effectivement, on C'est a un ça, ouais. léger incident qui d'un coup va bouleverser toute notre vision de la journée. Ce tueur, effectivement, c'est pas Satan, c'est pas du grand guignol, quoi. Mais finalement, pour nous qui avons vu Francis Holm ou Marc Dutroux ou Michel Fourniret, il a cet aspect-là, en fait. C'est-à-dire, finalement, il a l'aspect du petit père de famille, du type inoffensif, finalement, du français ou du belge moyen, et en même temps, il est horrible, enfin, il est terrifiant, mais on ne le voit pas. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que le film, en fait, nous met vraiment dans la situation du personnage principal ou inversement, parce que c'est un film où, en fait, le personnage ne voit pas tous les signes qui devraient lui permettre, en fait, de comprendre. Quand il prend la photo sur le parking, il prend l'assassin, mais il le comprend pas, il le Exactement. voit pas. Quand il l'attend, quand il le guette et que le type joue avec lui, quand il est au balcon et puis qu'ensuite il vient s'asseoir Exactement. derrière lui dans le restaurant, c'est pareil. Ouais. Donc, on a un peu l'impression parfois d'être dans un film de la grande période d'Argento, tu sais, où on C'est l'a sous nos sous le nez, yeux. Voilà. mais on ne le voit pas, tu vois, c'est Ouais. comme la meurtrière cachée dans le reflet du tableau de Munch, enfin, dans Les Frissons de l'angoisse, ou la fausse tête Ouais, oui. coupée que Brandy dans Trauma, etc. Donc c'est vraiment un film sur le cinéma, en fin de compte, tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on comprend de ce qu'on voit, en fait. Est-ce que voir c'est savoir? Bon, ben, à l'évidence, pas du tout, quoi. Parce que le film, finalement, ben, il est un peu comme le phasme du début, c'est-à-dire qu'il affiche l'étrangeté, mais bon, voilà, il joue aussi avec des codes cinématographiques qui fait qu'on est habitué à s'attendre à quelque chose qui est plus ou moins prévisible dans un certain type de genre cinématographique. Et en fin de compte, le film, lui, il déjoue ça en permanence. Ouais, quelque chose qui a rajouté aussi sur le personnage du tueur, de Bernard-Pierre Donadieu, c'est que ça apporte aussi des touches d'humour, en fait. Il a quelque chose d'un peu, pas truculent, mais tu vois, quelque chose, d'abord, il a un aspect un peu sympathique. En plus, il y a un code aussi, comme tu dis, qui est très désarmant, c'est qu'on le voit mener sa propre enquête de son côté. Tu vois ce que je veux dire? Il enquête aussi sur ce qu'il est lui, il enquête aussi sur ce qu'est la mort. Et donc, du coup, c'est très perturbant parce que il y a tout un moment dans le film, avant que le personnage du touriste néerlandais, enfin bref, et le tueur soient enfin réunis, où on les suit chacun de leur côté, d'une certaine façon, presque de manière symétrique, Ouais. complètement. C'est-à-dire Mmh. qu'à la différence de films où, tu vois, par exemple, pour prendre Manhunter de Michael Mann, où tu as aussi, à intervalles réguliers, le point de vue du tueur, assez vite, on te dévoile, tiens, le tueur ressemble à ça, c'est ça, voilà, c'est pas un whodunit, vous allez pas devoir attendre, Mmh. on vous le présente, sauf qu'on te le présente vraiment de manière perturbante, on te montre que c'est un personnage qui est marginal, qui est un personnage maladif, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Là, Mmh. le personnage de Bernard-Pierre Donadieu, il a un côté très sympathique. Il y a tout un moment, on se dit, mais c'est pas possible. Il peut pas m'embarquer comme ça dans le point de vue de ce personnage. C'est pas possible. J'ai mal compris. C'est pas le tueur. Et ça amène même des touches d'humour. Il y a une légèreté de ton quand il est en famille. Alors, tu peux aussi le voir justement de manière beaucoup plus inquiétante. Justement, de te dire, bah oui, c'est un père de famille qui fait des blagues avec ses enfants, qui a toujours une petite répartie. C'est pour ça que je parlais d'un personnage presque de bande dessinée, tu vois. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est que ça amène presque des scènes de légèreté par rapport à la gravité de ce que vit la victime, enfin le personnage qui a vu sa petite amie disparaître. Donc avec lui, on est vraiment dans une problématique. Il est avec une nouvelle compagne, mais ça fonctionne pas parce qu'il y a forcément le Mmh. fantôme de son ex qui hante le couple, pas seulement lui, mais hante leur couple. Et quand on passe du côté de Bernard-Pierre Donadieu, on est sous le soleil du midi, on est dans une légèreté c'est très désarmant en fait de voir le personnage à contrario comme tu citais les personnages comme Francis Holmes ou des films où on a vu des personnages de tueurs qui ont beau être des personnages de tueurs qui masquent leur véritable identité, leur pulsion, la part la plus sombre d'eux-mêmes et donnent le change en société. J'ai rarement vu ça traité de cette façon-là, tu vois, de ce côté aussi sympathique, débonnaire presque, tu vois, pour le Oui, personnage de Bernard-Pierre et Donadieu. c'est vrai que le film est très dérangeant, en fait, à
mon avis, sur deux plans. Effectivement, le premier plan, c'est cette idée que les tueurs aussi ont une vie quotidienne, tu vois, et que finalement, un tueur en série, peut-être aussi que c'est ça qui est terrible à se dire, hein. Bon, faut faire un effort mental pour y parvenir, mais peut-être que c'est un type qui va plaisanter avec sa boulangère, puis qui, par ailleurs, va éventrer une adolescente quelques instants plus tard. Tu vois, c'est cette espèce de contextualisation, en fait, qui est c'est un refus de romancer, en fait. Voilà, c'est-à-dire que nous, on a plutôt l'habitude au cinéma d'avoir des tueurs ou des gangsters, enfin bon, des tueurs en série, enfin, etc., qui sont plutôt traités de manière romantique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose finalement de désirable, quoi. On a envie un peu de leur ressembler, enfin voilà. Et là, alors là, pas du tout. Et en même temps, il le fait en nous montrant le tueur au plus près de ce que nous sommes déjà. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit, vous n'avez pas besoin de vouloir lui ressembler, puisqu'en fait, vous êtes comme lui, il est comme vous. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. Puis il y a un autre côté dérangeant du film aussi, qu'on n'a pas évoqué, mais quand tu parlais de métaphysique tout à l'heure, c'est peut-être là que ça vient se loger, c'est que c'est un film qui met à mal quelque chose que notre société passe son temps à valoriser, qui est le savoir, la volonté de savoir. Bon, le problème de ce touriste néerlandais, c'est qu'il veut trop savoir, en fait. C'est l'homme qui en savait trop, oui, mais à quel prix? Et en fait, c'est très intéressant parce que du coup, le film prend vraiment à rebours, je n'irai pas jusqu'à dire une valeur civilisationnelle, mais enfin quelque chose qui est quand même très valorisé dans notre société, qui est la connaissance. Parce que finalement, derrière cette histoire-là, c'est l'accès métaphysique ou cosmologique, c'est aussi une interrogation sur le monde. C'est-à-dire jusqu'où on peut connaître, jusqu'où on peut chercher à savoir le mystère des choses, en fait. Voilà, ce qui est caché derrière les choses, ce qu'il y a de l'autre côté des phénomènes, voilà. Jusqu'où on prend le risque, voilà, donc du mystère du monde, avec cette œuvre là aussi qui est très ésotérique, en fait, qui donne une interprétation presque mythologique aussi de l'univers, dans cet univers très, par ailleurs, très réaliste. Et donc voilà, et donc le film nous dit ça, il nous dit finalement aussi d'une certaine façon, on est dans un monde, le monde est méchant, il y a du mal. Jusqu'où on va dans le monde pour essayer de connaître la véritable nature du mal? Peut-être qu'il faut accepter de pas nécessairement aller le plus loin qu'on peut. Et c'est peut-être là aussi que c'est sans doute pas très éloigné du premier film, qui d'une certaine manière nous dit aussi à un moment donné, bon, il y a peut-être de l'inexplicable, ou il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort, et n'allons peut-être pas trop regarder à quoi ça ressemble de trop près, quoi. Bon. Je pense que tu as raison sur ce point-là parce que moi, le titre m'a posé question. Je me suis dit, mais pourquoi on a traduit ce film L'homme qui voulait savoir? Et je pense que la personne qui a exploité le film en France a dû à peu près voir les mêmes thématiques que celles que tu as vues toi, parce que le titre néerlandais, c'est Sans laisser de traces, grosso modo, ça donnerait ça. Le titre du roman d'origine, c'est L'œuf d'or. Donc je me suis dit, je me suis demandé, mais je me dis, mais c'est un très mauvais titre, L'homme qui voulait savoir. Et t'as pas tort parce qu'effectivement, il y a ce rapport effectivement à la connaissance, à laisser de la place effectivement au mystère, à accepter son impuissance face au mystère. Je pense que t'as raison. Et pour en revenir au personnage de Bernard-Pierre Donadieu, la façon dont le personnage nous est présenté, c'est parce que on n'a pas de réponse définitive sur ce personnage. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un thriller, si le personnage nous était montré sous un aspect directement maléfique, comme j'ai cité les films de serial killer américains classiques, le réalisateur a déjà la réponse sur ce personnage et te l'applique directement. Voilà, le film a déjà fait un travail en te disant la vision que vous devez avoir de ce personnage, je te mâche un peu le travail parce que je te le montre sous un aspect disgracieux, sous un aspect qui lui est pas favorable. Et d'une certaine façon, c'est répondre déjà à une question, c'est anticiper les questions que tu vas te poser sur qui est qui fait quoi, on est où, qu'est-ce que je dois ressentir. En fait, ancrer des personnages dans un genre, c'est déjà te mâcher une partie du travail. Et d'une certaine façon, la façon dont nous est présenté Bernard-Pierre Donadieu, c'est aussi te dire, je ne réponds pas aux questions avant que tu te les poses, je vais pas qualifier ce personnage-là, étiqueter ce personnage-là de manière définitive par une mise en scène, par une lumière, par la musique qui l'accompagne. Et c'est un peu cette question autour du savoir, en fait. Tu vois, d'une certaine façon, le film, il est étonnant. Et tout au long du film, comme tu dis, il multiplie ces différents espaces mentaux, ces différentes temporalités, les différentes questions que tu vas te poser. Et donc, le ton du film aussi, les tons du film se multiplient, les rythmes aussi du film se multiplient. C'est un film qui est très long. Il remonte jusqu'à l'enfance de Bernard-Pierre. Exactement. Et quand tu regardes le film, toute la partie avant la disparition, elle s'étire. Si tu regardes le film et que tu lis son pitch et tu sais que c'est une histoire de disparition, forcément tu l'appréhendes beaucoup parce que ça vient tardivement. Il y a cet épisode dans le tunnel, puis la station-service, et il étire le temps de manière, comme tu dis, à la fois c'est quelque chose de réaliste, c'est quelque chose qui est trivial, qui est matériel, voilà, il étire le temps comme ça. Et après, par contre, les choses vont beaucoup plus se mettre en branle parce que d'avoir les deux points de vue entre le personnage, d'abord il fait une ellipse
Gibbs de 3 ans. Et puis ensuite, Ouais. comme tu dis, on va avoir des flashbacks pour te présenter Bernard-Pierre Donadieu. On va avoir des séquences parfois très courtes où il sort en ville chercher une victime, puis on revient. Là, d'un coup, tout se fragmente, tout se multiplie et le film prend des aspects que tu attends pas du tout. Je pense que tu as raison de te poser des questions autour de la notion de savoir. C'est que c'est un film qui te dit, n'essayez pas de savoir vers quoi le film va aller, n'essayez pas de savoir dans quel genre le film s'inscrit, n'essayez pas de savoir où va le récit, n'essayez pas de savoir s'il y a un mystère autour de, Hum. tu vois, de questions techniques, parce qu'en fait, finalement, ce qu'il dévoile à la fin, même si c'est horrible, ce n'est qu'une question technique, matérielle de qu'est-ce qu'il a fait de cette jeune femme, mais c'est plus la symbolique qu'il y a autour de ça qui nous terrifie que réellement de savoir si Ah, en il l'a fait, emmené à quel moment, quelle heure il était, tu vois. le Et donc, film, si tu veux, on peut dire aussi, bah, je pense que c'est là où le film est très fort aussi, c'est que c'est aussi un grand film sur la mort, en fait. exactement. En fait, c'est l'événement de la mort. Et quelle est la cause de la mort? Si la cause de la mort, c'est uniquement une défaillance de l'organisme, Voilà. la rencontre avec un objet contondant, mais la vraie cause métaphysique de la mort, tu vois, c'est-à-dire quelque chose qui va bien au-delà des simples circonstances matérielles, ça, bon, c'est un grand mystère. Et en fait, le film, à sa façon, met ça en scène. Parce que ce qui est frappant, tu vois, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de la disparition de la jeune femme, mais elle ne disparaît pas, cette jeune femme. À un moment donné, elle a disparu, mais on ne la voit pas disparaître. C'est un peu comme dans l'Aventura d'Antonioni, c'est à un moment donné, elle a disparu. Voilà. Et en fait, lui, il va chercher à remonter les causes. Et c'est comme dans le savoir, c'est comme en physique, ou c'est comme en mathématiques, ou en astrophysique, ou en tout ce que tu veux. On remonte les causes matérielles, bon, tant qu'on peut, et puis au bout d'un moment, on se pose la question de ce qu'on appelle les causes ultimes, c'est-à-dire des causes supérieures, qui sont pas ce qu'on a sous les yeux. Et lui, c'est ce qu'il a, en fait. Il se retrouve avec une cause qui est d'emblée une cause ultime, puisque de toute façon, comme elle a disparu, il n'a pas de corps, il n'a pas d'indice, il n'a pas de preuve, il a rien sur quoi enquêter. Et donc, en fait, il se pose immédiatement la question du mystère. Il n'a pas le choix. C'est pour ça que je dis que c'est un film sur ce que c'est que la mort, en fait. C'est-à-dire vraiment le caractère inexplicable de la mort vraiment, hein, dans son fondement métaphysique. Pourquoi meurt-on? Bon, voilà. Du coup, la figure de Donadieu, elle devient aussi intéressante parce que on peut la voir comme une espèce de figure peut-être aussi un peu divine ou, Oui. tu vois, parce que bon, Dieu, il n'est pas toujours bon, hein. L'Ancien Testament est rempli de choses très méchantes que Dieu fait, hein. Il tue beaucoup de gens quand même, donc Dieu est un tueur, pourquoi pas aussi, tu vois. Donc on peut aussi le représenter comme ça fait partie aussi des choses un peu grinçantes dans le film. Et donc ce qui est intéressant, tu vois, c'est que finalement, on était parti d'un film qu'on avait du mal à qualifier, et en fin de compte, on se rend compte que c'est un film finalement qui aborde des grandes questions, comme quoi c'est un chef-d'œuvre absolument recommandable. On va terminer avec Ega, qui est un film de SS Rajamouli sorti en 2012. Là, on est dans un autre cinéma, dans un autre type de cinéma qui est le cinéma indien, un cinéma qui est plus volontairement spectaculaire. C'est intéressant que tu aies pris ce film parce que SS Rajamouli, c'est quelqu'un qui a commencé à avoir une notoriété, en tout cas chez les cinéphiles avertis ces dernières années, parce que des films ont été exploités en salle et ont connu un certain succès ces dernières Ouais. années. Le diptyque La légende de Bahubali est Ouais. suivi de RRR. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont venus chercher le cinéma indien comme une sorte de palliatif au manquement du cinéma américain ces dernières années, en se disant peut-être que si les blockbusters américains sont de moins en moins efficaces, sont de moins en moins intéressants, on va peut-être regarder ce qui se fait dans d'autres pays. Quand certains se sont tournés vers le cinéma indien, en fait, ils se sont plus précisément tournés vers la folie, vers l'originalité, vers l'énergie débordante C'est le de mot. SS Rajamouli. Et donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est le film juste avant cette période qu'on a connue en salle, nous ici en France. Tu vas essayer de nous faire un pitch Ouais, bon, c'est de moins Aga, c'est pas très compliqué. difficile que, disons que s'il faut prendre moins de précautions que pour l'homme qui voulait savoir. Enfin, d'abord, je précise que je l'ai choisi parce que moi, c'est un film que j'adore. Je trouve que, tu vois, c'est un peu comme John Wick 4. C'est vraiment des films où tu as la patate. Tu vois, tu les vois et en fait, t'es de bonne humeur et tu passes un bon moment. Et c'est vraiment du divertissement, je trouve, de très haute qualité. Cinématographiquement, c'est assez incroyable. Et donc, au milieu de tout ça, il y a un pitch qui, en fait,
On en reparlera, mais c'est un peu une chose classique dans le cinéma indien qu'on surnomme parfois le cinéma masala parce que ça mélange toutes les épices dans une seule préparation. C'est qu'il y a un peu de tout, mais on peut dire qu'il y a deux films en fait. Il y a un premier film, on va y revenir sûrement, qui raconte un triangle amoureux de manière assez classique, avec une même jeune fille qui est convoquée par deux jeunes hommes très différents, dont l'un est un plus ou moins gangster, et qui va, et c'est là que le film bascule, hein, qui va en fait commanditer le meurtre de son rival. Voilà. Et au moment où ce rival expire, son âme, parce qu'on est dans le cinéma indien, donc la métempsychose, c'est un motif très exploité dans le cinéma indien, sauf que là, ça va, Rajamouli va en faire un truc très comique en fait, hein, fondamentalement, mais son âme va se réincarner immédiatement dans une mouche en fait, hein, qui passe par là, et c'est cette mouche qui va donc entreprendre de se venger des hommes qui l'ont tué en fait, hein, ou l'âme de ce jeune homme dans la bouche qui entreprend de se venger à grands coups d'effets spéciaux numériques, de kung-fu et de grand n'importe quoi scénaristique. Et le film là bascule alors dans quelque chose de beaucoup moins réaliste et de beaucoup moins peut-être justement documentaire que la première partie, qui est complètement fictionnel, qui est même ultra fictionnalisé, très exotique. Et on a vu qu'il y avait quand même aussi pas mal d'exotisme dans les deux films précédents, alors pas de la même manière, de manière inquiétante ou de manière peut-être un peu plus, comment pourrait-on dire, didactique, avec Christensen. Bon là c'est sur un mode franchement caricatural et donc voilà, ça donne Ega, dont je ne dirais rien de plus parce qu'il faut le voir, il faut voir la mouche, il faut la voir il faut le voir. faire ce qu'elle fait quand même, parce qu'elle est très anthropomorphisée cette mouche évidemment, hein, puisqu'elle est habitée par une âme humaine, donc il y a des choses absolument extraordinaires avec des voitures rayées, des grains de riz et toutes ces choses là, mais ça il faut voir le film, voilà. Ouais, ben en fait, le mot qu'on n'a pas dit, je crois qu'on l'a pas prononcé, c'est générosité. C'est un film. Oui, c'est ça. Tu parlais de John Wick 4, on fait des parallèles autour d'un blockbuster plein d'effets spéciaux, voilà, dont on attend une générosité, dont on attend d'être décomplexé, hein, d'être désinhibé par rapport à ce qu'il va vouloir entreprendre. Une idée folle passe par la tête des scénaristes, et ben on l'applique, on essaie de voir comment on l'applique. Alors, les effets spéciaux sont ce qu'ils sont, bon. Oui, mais alors, ça fait partie du plaisir de la chose, je trouve. exactement. Comme c'est pas réaliste, il faut pas des effets spéciaux trop réalistes. Exactement. En fait, on va avoir tendance à le rapprocher, je pense, à des exercices comme une séquence qui pourrait appartenir à un film Pixar, par exemple, tu vois, des séquences inspirées dans du cinéma d'animation, dans lesquelles t'as pas de repères physiques, matériels, avec des vrais acteurs, avec des vrais éléments filmés. Donc, tu penses à la scène avec les oiseaux, notamment. par exemple, voilà, toute cette Ouais. séquence-là, tu pourrais la voir dans un Pixar, ça pourrait être le concept des Pixar où je suis la vie d'un jouet, je suis la vie d'un robot, je suis la vie d'insectes, il y avait eu Mille et une pattes, et d'une certaine façon, dans des films d'animation, quand le cinéma d'animation est inspiré, il est aussi inspiré par sa caméra, par la liberté qu'il a de ne pas avoir de contraintes techniques et de se dire, bah là, je peux faire 3 loopings, retomber sur mes pattes, dézoomer, revenir, suivre l'action comme ça, dans quelque chose de micro, de minuscule, et puis revenir à quelque chose qui a plus d'ampleur. Donc c'est ça qu'on aime dans le cinéma d'animation, c'est quand il y a toute cette liberté, tout ce que peut permettre l'animation 3D, c'est-à-dire aucune limite technique, aucun mur qui va bloquer la fin du mouvement. Il y a cette même inventivité, il y a cette même liberté en fait dans les séquences où on suit la mouche en fait, les premières fois où elle va tenter de s'envoler, la première fois où elle va apprendre à maîtriser ce corps, où le personnage de l'humain qui est à l'intérieur va comprendre comment fonctionne ce corps, voilà. Donc ça se rapproche de ça se rapproche aussi d'un film qui est très près de l'animation, qui était La Souris de Gore Verbinski. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Il est sorti en 98, si je me souviens bien. Je l'ai pas revu depuis l'époque, mais je me souviens l'avoir vu au cinéma gamin et avoir beaucoup aimé. Et on était un peu sur le même concept, tu sais, c'était une souris qui détruisait la vie de deux frères qui avaient hérité d'un manoir. Donc là, on était dans un décorum qui était très gothique, en fait. On était un peu à mi-chemin entre La Famille Adams, c'est un film de Tim Burton, quoi. Et on avait cette souris, ce petit être insignifiant qui détruisait la vie de deux frères qui payaient en fait leur cupidité, leur avidité, leur manque de valeur. Et c'était ce tout petit animal qui causait d'énormes dégâts jusqu'à détruire complètement la maison. Et on a un peu ça en apothéose dans le film aussi, avec des explosions, avec vraiment un décor qui est complètement décrit. Oui, c'est vraiment un film qui peut être fait que dans une logique cartoonesque et avec des effets spéciaux numériques, parce que on peut pas faire jouer une mouche, quoi. Voilà. Parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que le fameux Rajamouli, ça va nous ramener du coup au muet avec lequel on a commencé, c'est qu'avant Ega, il avait fait un film qui était une relecture de Buster Keaton. Donc c'est un grand amateur de burlesque, de slapstick. Et dans le slapstick, dans le burlesque américain, il y a ce côté effectivement
qui veut que les lois du film sont pas les mêmes que les lois du monde, en fait. Et qu'on retrouvera dans le cartoon, hein, c'est-à-dire qu'on peut se prendre un piano sur la tête et se relever, quoi. Enfin bon, etc., etc. Et là, le film fonctionne complètement là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'il fonctionne sur cette espèce de lâcher prise photoréaliste, en fait. Hein, voilà, même si là encore, il y a des effets spéciaux numériques, mais ce que je trouve très intéressant, justement, moi, c'est l'anti-Titanic, quoi. C'est-à-dire que les effets spéciaux numériques, ils sont pas faits pour augmenter le réalisme de la scène. Ils sont vraiment faits à l'inverse, quoi. C'est-à-dire que c'est du numérique, mais c'est du numérique à la Ray Harryhausen, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment du numérique au grand surréalisme poético, burlesque, voilà. Et donc, je trouve que effectivement, parfois c'est un peu du grand n'importe quoi, parfois ça peut prêter un peu à rire. Moi, ce que je trouve intéressant dans le film, finalement, tu vois, en parlant après les deux autres, et que ça nous montre aussi quelque chose d'important, le cinéma hollywoodien a quand même tendance à oublier, c'est l'humour. Ouais. En fait, le problème du cinéma hollywoodien aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas drôle, et que quand il essaye d'être drôle, il n'arrive pas à faire autrement que de faire du méta qui fonctionne à un certain temps, et puis bon, au bout d'un moment, ça fonctionne plus parce que les spectateurs vieillissent, grandissent, changent, ils n'ont plus les mêmes références, donc ça marche pas. Et puis en plus, il y a un côté un peu méprisant avec le spectateur qui m'exaspère, alors que là, on est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Oui, voilà, c'est généreux, quoi. C'est d'une sincérité assez incroyable. Il y a un vrai amour du cinéma dedans. Il y a un vrai sens du mouvement, il y a un vrai sens du montage, il y a un vrai sens du rythme. Après tout, le cinéma, c'est rien de plus, hein. Là, pour le coup, on a vraiment de la mise en scène. Et je trouve cette place, le rôle du comique dans la mise en scène, tu vois. Donc avec Aksan, on a la sorcellerie à travers les âges, on a plutôt eu un comique presque cathartique, quoi, ou un peu trop païque, un peu talismanique, comme ça, pour se protéger, mais qui est une fonction du rire, quoi. Le rire a cette dimension-là, avec l'homme qui voulait savoir. On a un autre rire, tu vois, qui est un rire un peu plus grinçant, peut-être un peu plus proche de l'ironie. Et puis là, on a un rire presque parfois potache, mais qui est vraiment le rire, le comique corporel, quoi, vraiment à la fois à l'écran, parce que cette mouche fait quand même des choses assez incroyables. Hein. Il y a une séquence absolument inoubliable de training montage de la mouche, hein, qui est vraiment à classer dans les grandes scènes de training montage de l'histoire du cinéma d'action. Et puis en même temps, il y a aussi le comique du corps du spectateur, quoi, tu vois. Je trouve que les trois films sont des films qui font quelque chose avec notre corps, quelque chose d'intéressant avec notre corps aussi quand on les regarde. C'est très différent dans les trois films, mais il y a cette dimension-là, tu vois. Et donc, ouais, j'ai choisi Ega parce qu'il y a ce côté aussi, et ça nous fait un peu revenir au tout début, mais il y a ce côté vraiment cinéma presque archaïque, tu vois, ce côté cinéma des premiers temps, cinéma des attractions, comme on dit, hein. C'est-à-dire vraiment le scénario, bon, à l'époque, ça n'existait pas de toute façon, donc, mais vraiment, ce qui faisait l'intérêt du cinéma, ce qui faisait que les gens venaient au cinéma, c'était vraiment la dimension sensible, quoi, la dimension plastique, la dimension sensorielle, qu'on appellera plus tard la gratification non narrative. Voilà. Et Ega, c'est vraiment de la gratification non narrative, c'est-à-dire que le scénario, ça tient sur du papier à cigarette. Il y a une mise en scène incroyable, et puis il y a une chose qui participe vraiment de la qualité du film, mais c'est la qualité du jeu d'acteur. Ils sont extrêmement émouvants, qui se passe dans la première partie, et je trouve très touchant. Alors, c'est bollywoodien, c'est-à-dire évidemment, il y a une dimension aussi de comédie musicale, mais là aussi de comédie musicale plutôt deuxième âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne, quoi. C'est-à-dire celle des années 50, où la comédie musicale, elle est du côté du fantastique, elle est du côté de l'irréalisme, puisque on pouvait danser au plafond, on pouvait danser avec Tom et Jerry. Enfin, c'est pas du tout la comédie musicale des années 30 et Fred Astaire avec les danses de salon qui étaient très réalistes. Voilà. Donc on a dans les années 50 quelque chose de beaucoup plus fantaisiste. Donc là, oui, on a ce côté comédie musicale. Là, l'actrice danseuse, elle sort du chant, elle revient avec un sari différent. Bon, enfin, voilà. Donc c'est cette espèce d'opulence et cette espèce de dépense d'énergie complètement folle. Mais le jeu d'acteur fait qu'au milieu de tout ça, c'est très émouvant. Voilà. Et je trouve que ça fait un film qui est assez bien équilibré. Voilà, tu vois, entre le comique, l'action, et puis quelque chose, voilà, d'un petit peu plus mélodramatique. Ça fonctionne assez bien, je trouve, enfin même très bien. Donc voilà, sans tomber dans les travers qu'on peut trouver parfois dans les blockbusters hollywoodiens, du côté de l'humour un peu trop méta et comme je te disais tout à l'heure, un peu happy few qui m'exaspère, ou alors le côté mélodramatique un peu trop lacrymal ou un peu trop sentimental. Là, c'est plutôt relativement bien dosé et ça fonctionne. Oui, oui. Et qui plus est, quand on dit que le scénario, c'est un grand délire, c'est un roller coaster, ça suit quand même les enjeux émotionnels, affectifs des personnages. Il y a des films parfois qui sont des grands rides comme ça, dans lesquels tu t'embarques et qui sont des grands exercices techniques, des grands exercices stylistiques comme ceux-là, dans lesquels tu vas peut-être à un moment décrocher. C'est des films de séquences un peu, j'ai envie de dire, tu vois, mis bout à bout, et tu vas pas forcément t'impliquer autant dans le récit
ici le récit se tient pas forcément et en fait les séquences sont écrites pour leurs propres intérêts à elles, dans leur propre dynamique, mais pas forcément pour les enjeux du récit, pour la dramaturgie, tu vois. Je pense par exemple à Stephen Chow, tu vois, Kung Fu Hustle ou Shaolin Soccer, mais c'est des films que j'ai pas revus depuis. Je me rappelle avoir pris du plaisir à voir ces films-là. C'est souvent les festivals fantastiques, les festivals de cinéma de genre, prétexte à te montrer des films un peu comme ça. Sauf que t'as décroché, c'est qui, c'est quoi, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Une blague désamorce complètement la tension. Ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui a beaucoup contaminé le cinéma hollywoodien ces dernières années. Enfin, on va pas se servir des gars pour faire le procès du cinéma hollywoodien, mais parfois dans le cinéma hollywoodien, au bout d'un quart d'heure, tu dis mais pourquoi ils sont là déjà? Pourquoi le personnage il plaisante alors qu'il y a son pote qui est mort un quart d'heure plus tôt? C'est vrai qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas du tout. Là, je trouve que Ega, à l'intérieur de sa logique cartoonesque, à la Tom et Jerry, à la Bibi et Coyote, bah ça fonctionne, les mécanismes qu'il met en place. Il fait une préparation paiement, par exemple, dans le film, avec le petit canon, tu vois, qui va servir une demi-heure plus tard ou trois quarts d'heure plus tard. Donc, on a des enjeux qui sont placés, des mécaniques de réaction en chaîne, en fait. Tel truc va tomber sur telle chose qui va déclencher tel machin. Ah, telle tentative a pas fonctionné, je réessayerai une autre fois. Et puis, sa complice, faut pas qu'elle soit démasquée. Donc, finalement, tu t'y retrouves quand même dans l'action. Et comme tu dis, les émotions, bon, c'est une petite bluette, c'est un petit truc rigolo. Ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le réalisateur, il met de l'humour, bien sûr, il sait Et très puis bien. les choses, Voilà. tu vois, moi je dis à nos auditeurs, voilà, si vous voulez vous changer du blockbuster hollywoodien si vous avez envie de pleurer sur le sort d'une mouche, il faut regarder les gars parce que finalement on est quand même ému, quoi. Je veux dire, bon, on décroche pas, quoi. Et ce qui est assez réussi dans le film, si tu veux, je trouve, c'est que c'est ce qu'arrivait à faire le grand cinéma hollywoodien quand il était plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. C'est qu'on sait que c'est complètement invraisemblable, mais quand même. Tu vois, c'est le fameux mais quand même. Et en fait, Ega, ça marche complètement. T'as qu'à aucun moment donné du film, d'abord parce que il y a un rythme qui fait qu'on te laisse pas tellement le temps non plus. Hein. Et là, je parle de la deuxième partie, parce que pour la première partie, la question se pose pas tellement. Mais dans la deuxième partie, à aucun moment donné du film, tu te dis, je suis en train de regarder quoi là? Tu vois, enfin, je suis en train de regarder une mouche qui est en train de se manger. Bon, toi, dit comme ça l'air complètement con. Bon, c'est sans doute complètement con, mais le temps où tu regardes le film, c'est normal. Enfin, ça ne paraît absolument pas étonnant, tu vois. Et c'est quand même du très bon cinéma parce que ça le fait avec une qualité que moi j'aime beaucoup parce que c'est la grande qualité du cinéma hollywoodien qui est mon cinéma de référence, mais c'est que ça le fait avec une incroyable modestie, tu vois, c'est-à-dire que on n'est pas en train de t'expliquer que on est le génie du siècle, tu vois, on n'est pas en train de t'expliquer tout ce que t'as pas compris, on n'est pas en train de te montrer à quel point on est malin mais que si t'aimes pas, c'est que c'est toi qui a pas compris ce qu'il fallait aimer, enfin etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu bon. Et là, c'est fait de manière très, alors évidemment pas spontanée du tout parce qu'il faut beaucoup de travail pour arriver à faire ça. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être un mot un peu énorme pour Ega, mais je pense que quand nos amis auront vu le film, ils comprendront ce que je veux dire. Et toi, tu l'as vu, tu vas comprendre. C'est un film qui a la grâce. Voilà. C'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire, tu vois, et au bout d'un moment, il ne faut pas chercher à analyser les choses plus qu'elles ne doivent l'être, il ne faut pas trop vouloir savoir, tu vois, donc on va l'appliquer à notre propre lecture des films, mais en fait, c'est un film qui a la grâce, il faut le voir, point. Voilà. Ouais. Bah écoute, je pense que c'est une belle conclusion pour notre conversation. Je voulais juste rajouter pour les auditeurs et les auditrices, je suis navré, mais parfois on parle de films difficiles à trouver, difficiles à voir. C'est un peu le principe du podcast, hein, Bizarroïde, c'est que on parle de films rares et méconnus. Hein. Pour ce qui est des 3 films dont on a parlé dans cet épisode, je pense que pour le coup, vous les trouverez plus facilement. C'est pas encore le cas des gars, mais le distributeur Carlotta a annoncé qu'ils avaient obtenu les droits pour une sortie Blu-ray en France. Alors ils m'ont dit qu'il n'y avait pas encore de date précise dans leur calendrier de sortie pour Ega. Mais voilà, restez à l'affût. Le film sera bientôt disponible sur le territoire français. Là, je pense qu'on a aussi fixé un ordre pour voir les films. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête, ouais. Il faut terminer par Ega. Tu décompresses, voilà. Voilà, ouais. C'est mieux.